Elle était ambitieuse, indépendante et reconstruisait sa vie en Amérique. La veille du Nouvel An, Nikita Gatachala, 27 ans, a disparu après avoir vu son ex-petite amie dans son appartement du Maryland. 2 jours plus tard, il a signalé sa disparition et la police affirme qu'il a quitté le pays le même jour. Ce que les détectives allaient découvrir plus tard dans cet appartement a désormais déclenché une chasse à l'homme internationale. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Avant de commencer cet épisode de On the Case, l'une des émissions les plus vues sur YouTube, je veux vous parler de Morgan & Morgan. Le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures corporelles aux États-Unis compte plus de 1000 avocats et a récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone sur forthepeople.com/ over the counter en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le QR code affiché. Son ex-petite amie a signalé sa disparition, puis il a fui le pays maintenant. La police affirme que le signalement de disparition est arrivé alors que les enquêteurs pensent qu'elle était déjà morte et que son corps a ensuite été retrouvé dans son appartement. C'est la chasse à l'homme internationale qui se déroule en ce moment. La police affirme que Arjun Sharma, âgé de 26 ans, a poignardé à mort Nikita Gatachala, âgé de 27 ans dans son appartement du Maryland, la veille du Nouvel An. Ils affirment ensuite qu'il a agi délibérément. Il a appelé la police 2 jours plus tard pour signaler sa disparition, et quelques heures après cet appel, il aurait pris un avion pour l'Inde. Maintenant, Nikita a publié sur les réseaux sociaux un message qui attire beaucoup d'attention. C'est sa dernière publication sur Instagram, et sa légende demande: As-tu peur? Peur? J'ai traversé les océans avec 2 valises, quittant une vie pour en commencer une autre, seule. Tu pourrais te demander: que voulait-elle dire? Et comment une femme qui a autrefois eu le courage de reconstruire sa vie se retrouve-t-elle prétendument assassinée par l'homme avec qui elle a vécu? Un homme qu'elle qualifiait publiquement de respectueux il y a à peine quelques mois. Nous suivons cette traque mondiale débutée dans le Maryland, ainsi qu'une découverte bouleversante et une publication mystérieuse révélant une histoire plus vaste. Tout cela repose sur les allégations de la police et les documents déposés au tribunal. Alors souvenez-vous qu'il s'agit des affirmations avancées par les enquêteurs. L'histoire débute la veille du Nouvel An. Nikita Gatachala, 27 ans, était dans l'appartement de son ex-petite amie à Columbia, Maryland, selon les détectives du comté de Howard. Leur relation était terminée, mais la police affirme qu'il n'était pas rare qu'ils se retrouvent de temps en temps. Puis, peu après 19 heures ce soir-là, les détectives pensent que l'impensable s'est produit à l'intérieur de cet appartement sur Twin Rivers Road. Ils affirment que l'ex de Nikita, Arjun Sharma, âgé de 26 ans, l'a poignardé à mort. Pendant les 48 heures suivantes, il y a eu un silence assourdissant. Nikita, une femme décrite par ses amis comme dynamique et assidue, a soudainement cessé toute communication. Elle ne répondait plus aux messages ni aux appels. Ses réseaux sociaux, habituellement actifs, sont soudain restés silencieux. Ses amis étaient de plus en plus terrifiés et ont commencé à inonder les groupes en ligne de messages, demandant désespérément si quelqu'un l'avait vue. Les amis, très inquiets qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave, ont même signalé sa disparition, suppliant les autorités de la retrouver. Puis, le vendredi 2 janvier, un appel est arrivé qui semblait, à première vue, confirmer les pires craintes de tout le monde. La personne ayant signalé la disparition de Nikita Gatachala était Arjun Sharma lui-même. Et selon les rapports de police, il a déclaré aux agents qu'il avait vu son ex-petite amie pour la dernière fois à son appartement le 31 décembre et qu'elle avait disparu. La police affirme que, ce même jour, quelques heures après avoir prétendument fait cette déclaration de disparition, Arjun Sharma s'est rendu à l'aéroport international de Dul. Il a pris un vol et a quitté les États-Unis. Les autorités ont confirmé que sa destination était l'Inde, à l'autre bout du monde. Maintenant que la dernière personne ayant signalé avoir vu Nikita est partie, l'enquête s'est accélérée. Le lendemain, samedi 3 janvier, les détectives ont exécuté un mandat de perquisition pour l'appartement d'Arjun Sharma. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur est au cœur de cette tragédie, car là, dans son appartement, ils ont découvert le corps de Nikita Gatachala.
La police a rapporté qu'elle avait subi de multiples coups de couteau. Elle a été déclarée morte sur les lieux dimanche, même si leur suspect se trouvait à l'étranger. La police du comté de Howard a obtenu un mandat d'arrêt contre Arjun Sharma, l'accusant de meurtre au premier et au second degré dans la mort de Nikita Gatachala. Le service de police local travaille désormais avec les agences fédérales et Interpol, tentant de naviguer dans le processus complexe d'une extradition internationale pour le ramener aux États-Unis afin qu'il réponde des accusations. Donc, avant que nous parlions un peu plus de cette partie de l'enquête, je voudrais parler un peu plus de qui était Nikita Gatachala. Au-delà du titre tragique qui porte désormais son nom, dans les jours et les semaines précédant sa mort, elle a laissé des aperçus de sa vie en ligne. Des publications qui résonnent aujourd'hui avec un poids troublant, presque prophétique. Son dernier message au monde était une énigme. Sur Instagram, elle a partagé une note qui disait: As-tu peur? Peur? J'ai traversé les océans avec 2 valises, laissant ma vie derrière moi pour en commencer une autre, seule. J'ai failli échouer, puis tout reconstruit. Quelques mois auparavant, dans une publication révélatrice, Nikita avait sollicité un groupe Facebook en août pour céder son ancienne chambre. La chambre était dans le même appartement de Columbia où sa vie aurait apparemment pris fin. Dans cette publication, elle décrivait son ex, Arjun Sharma, de façon pratique et même positive comme futur colocataire. Elle aurait écrit qu'il était, je cite, respectueux et qu'il gardait l'endroit propre. Un détail ordinaire qui contraste aujourd'hui de façon frappante avec les accusations auxquelles il fait face. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette enquête. Pour aborder certains aspects uniques de cette affaire, nous recevons Safa Robinson-Ferrer, avocate de la défense pénale et ancienne procureure. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Dans cette affaire, la personne qui est maintenant accusée de meurtre est celle qui a passé l'appel. Oui, lui aussi. Nous pouvons parler du fait qu'il aurait fui en Inde, mais c'est aussi la personne qui a signalé la disparition. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette partie? Et juste, cela semble calculé dans la façon dont l'appel téléphonique a été passé, et soudain, il est dans un avion. C'est très calculé et montre, selon moi, la conscience de culpabilité. Vous savez, il essaie de faire des choses qui, au final, détourneraient les forces de l'ordre de sa piste, comme s'il n'était pas l'auteur de ce crime. Donc nous avons ces éléments en jeu et pas seulement cela. Nous avons aussi cela. Il a finalement pris la fuite et d'après les informations que nous avons reçues, il avait prévu cet appel pour signaler une personne disparue, mais il s'est finalement rendu directement à l'aéroport très peu de temps après. Il a bien sûr quitté le pays, évitant ainsi les forces de l'ordre ou leur arrestation une fois qu'ils auraient eu suffisamment d'informations pour le considérer comme suspect. Je sais que la police reçoit souvent des appels pour des disparitions, souvent des fugues. Après le nouvel an, ils doivent en avoir beaucoup de ces appels. Tu sais, il y en a tellement dont on n'entend jamais parler. Mais dans ce cas, elle a été signalée comme personne disparue. Et puis, si la police avait fait un suivi, le gars était déjà sorti du pays, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Que penses-tu du fait qu'ils signalent la disparition mais partent quand même? La police n'a apparemment pas fait de suivi, hein, sans vouloir les critiquer. Je comprends qu'ils sont débordés, mais la personne ayant signalé la disparition est soudain partie à l'étranger. C'est un peu suspect. C'est un énorme signal d'alarme. Et tu sais, on ne connaît pas exactement le timing de tout ça, tu sais, je sais. Ou du moins, l'information a été transmise qu'il a passé cet appel pour signaler la disparition, mais qu'ensuite il s'est enfui peu de temps après, peut-être même le jour même où il a passé cet appel. Cependant, tu sais, le truc, c'est que quand tu fais un signalement de disparition à la police, il y a énormément de signalements de personnes disparues, n'est-ce pas? Et donc, combien de temps cela prend-il pour qu'un agent réponde ou qu'un enquêteur soit assigné? Et pour recueillir suffisamment d'informations afin de déterminer si cette personne est en danger ou si nous allons attendre, tu sais, peut-être 24 à 48 heures. De nombreux éléments interviennent dans cette affaire. Donc, en fait, ce qui me frappe vraiment, c'est la façon dont ils ont finalement pu déterminer qu'ils allaient obtenir un mandat de perquisition pour fouiller son appartement et qu'ils ont finalement trouvé son corps là-bas. Et quelles informations ils avaient qui ont servi de base à ce mandat. De l'extérieur, on pense qu'il suffit de frapper et d'entrer dans l'appartement, comme si tout serait évident. Mais de quoi aurait-il vraiment besoin, même si elle a disparu? C'était connu comme un endroit où elle était ou avait passé du temps. Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qu'il faut présenter à un juge pour qu'il dise oui, vous pouvez entrer dans cet appartement? Il n'est pas là, mais vous pouvez voir s'il y a des preuves dont vous avez besoin.
Les enquêteurs cherchent à réunir assez de preuves pour atteindre la cause probable et croire qu'un crime a été commis, ou qu'il y a une sorte de preuve de ce crime dans cet appartement ou à cet endroit. Ils rédigent une déclaration sous serment pour le juge, exposent la cause probable et obtiennent sa signature sur cette base. Parfois, ils ajoutent des éléments ou pièces à conviction pour éclairer certains points au juge. C'est pourquoi c'est important, c'est pourquoi nous avons atteint le seuil requis et nous avons besoin de ce mandat. Donc, le juge approuve généralement ce mandat. Pour aller sur cette propriété ou à cet endroit afin de fouiller certaines zones ou l'ensemble du lieu et trouver ce qu'il recherche, c'est ce que nous appelons. C'est une exigence de mandat. Il existe des exceptions à cette exigence, l'une des exceptions étant s'il y a une circonstance urgente. À ce stade, cela ne semble pas être le cas ici, ou pratiquement. Nous ne savons pas exactement à quel moment elle est décédée. En ce qui concerne ce que nous faisons maintenant, parce que nous savons qu'ici aux États-Unis, il y a un mandat d'arrêt contre ce suspect. Mais il a pris, selon les forces de l'ordre, un vol à l'autre bout du monde. Il est en Inde et le gouvernement indien dit qu'il va aider à le retrouver. Mais que peut-on faire de plus ici aux États-Unis? Comme si vous étiez un détective dans ce comté, dans le Maryland, vous avez ce meurtre à résoudre. Mais vous êtes presque à la merci du gouvernement indien, peut-être d'Interpol, du FBI, pour vraiment faire une grande partie du travail afin de le retrouver dans un pays étranger. Et c'est là-dessus que le gouvernement local va devoir s'appuyer sur ses partenaires fédéraux pour pouvoir travailler et procéder à l'arrestation de cet individu. Et il semble que le gouvernement indien soit au moins favorable et coopératif avec les responsables américains pour atteindre cet objectif. Et donc, leur stratégie de maintien de l'ordre et leur capacité à localiser cet individu seront déployées. Et il y aura simplement une communication et des échanges entre les deux gouvernements pour que cet individu soit appréhendé et ramené aux États-Unis. Nous ignorons l'actualité de leur technologie. Bien sûr, si cette personne était aux États-Unis, il y aurait probablement plus de chances qu'elle soit appréhendée. L'Inde, je ne suis pas si sûre de l'efficacité de leur méthode d'arrestation et de leur technologie, mais je suppose que c'est comparable à ce que nous avons et qu'ils coopéreraient pour les mettre en garde à vue. Vous savez, cette émission ne traite pas de géopolitique, mais l'Inde est généralement considérée comme une alliée des États-Unis. Quelle est la relation avec un pays comme celui-là? Quand il faudra le retrouver, s'il le localise, le ramener aux États-Unis pour qu'il réponde de ses actes. Cela rend l'extradition traditionnellement plus facile. Vous n'avez pas à passer par autant d'obstacles ni à traiter avec des gouvernements qui ne sont pas coopératifs. Je pense que cela facilite généralement les choses. Je n'ai jamais eu de clients arrêtés en Inde, mais en général, ça simplifie les choses. Donc, même si nous sommes à New York, nous avons le Canada, vous voyez. Cela facilite le transfert et l'extradition de ces personnes lorsque les gouvernements sont en bons termes ou en contact. Eh bien, parce que c'est un peu une question annexe, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours, du moins on le voit dans les films, mais c'est la personne qui essaie de rejoindre le Mexique, hein, parce qu'elle a commis un crime et qu'elle essaie de disparaître. En général, même lorsque vous franchissez des frontières internationales, cela ne veut pas dire, soudainement, ce n'est pas comme si, voilà, j'ai passé la frontière et je suis libre comme l'air. Je veux dire, certainement pas au Canada et même au Mexique. D'ailleurs, on a vu des gens être ramenés. Mais quand quelqu'un commet un crime, surtout un crime aussi grave qu'un meurtre, ici aux États-Unis, est-ce que s'enfuir dans un pays comme l'Inde, vous êtes vraiment si vous essayez d'échapper à la justice? Certains pays n'extradent pas vers les États-Unis. Je ne sais pas lesquels précisément, mais il y en aurait quelques-uns, peut-être trois. Et donc, je pense que l'un d'eux est un pays européen. Mais donc, traditionnellement parlant, vous savez, c'est aux États-Unis de venir les chercher si les lois de ce pays étranger le permettent même. Donc, il y a, je crois, quelques pays qui n'extradent pas, mais de manière générale, beaucoup le font. D'un point de vue de la défense, s'il est arrêté, je veux dire, c'est un homme qui, selon les forces de l'ordre, avait un corps dans sa chambre. D'une personne qu'il connaissait, avec qui il est sorti, qui a été poignardé à mort. Vous savez, pour le grand public, ça ressemble à une affaire simple et évidente, à bien des égards. Je veux dire, quelle est la stratégie de défense? Potentiellement, une fois qu'il sera de retour. Il y a pas mal de choses. Ils doivent d'abord prouver que cette personne est bien celle qui est accusée d'avoir commis cet acte. Ils doivent prouver son identité et qu'il était l'auteur des faits. Je ne sais pas s'il y aura des preuves qui l'indiquent directement qu'il était celui qui a fait cela. Vous savez, quelqu'un qui dirait « je l'ai vu faire ceci, cela et encore cela ». Il y a certainement des preuves circonstancielles de cela, mais il n'y a pas de preuves directes, donc c'est un point qui sera contesté.
L'autre chose, c'est que nous devons gérer cet appel téléphonique. C'est lui qui a appelé le 911. Oui, cela aurait pu être un signal d'alarme ou une fausse piste pour détourner les forces de l'ordre. Un avocat de la défense va le dire ou l'exploiter. Pourquoi a-t-il appelé le 911 et signalé sa disparition alors qu'il aurait tout aussi bien pu quitter le pays sans même appeler ni signaler sa disparition? Il l'avait déjà prévu, alors pourquoi ajouter cet appel? Donc cela pourrait soulever des questions quant à savoir s'il était ou non la personne qui a réellement commis cet acte. Ce sera donc un autre point qui sera contesté. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle a été retrouvée dans son appartement, ce qui n'est pas idéal pour la défense. Mais savons-nous qui d'autre a accès à cet appartement? Cela devra être examiné. Avait-elle des problèmes avec d'autres? Plusieurs éléments peuvent être contestés, comme son état mental. Il y a maintenant beaucoup de couches à cette affaire. La plupart du temps, lorsqu'on voit des incidents domestiques comme celui-ci, il est souvent vrai que c'est le ou la partenaire de cette personne qui a commis cet acte. Donc, c'est généralement connu et c'est pourquoi les forces de l'ordre orientent traditionnellement leur enquête vers le ou la partenaire. Au départ, cela aurait pu être le cas ici. Et une fois qu'ils ont commencé cette enquête, ils ont finalement eu suffisamment d'informations pour croire que c'était lui qui l'avait tué dans son appartement. Et pas seulement ça, c'est un immeuble. Alors, est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Y a-t-il des images de caméra ring, vous voyez? Un voisin aurait-il pu entendre des cris, hurlements ou signes d'altercation? Tous ces éléments seront pris en compte. En ce qui concerne la fuite et le départ, parce que je peux comprendre. Je veux dire, si et quand cela ira au procès, l'avocat de la défense devra gérer cela. Parce que si vous êtes procureur, vous allez dire que ce type, vous voyez, ils vont présenter ce chef d'accusation, ce qu'ils diront être un acte calculé. Elle a été assassinée. Il passe l'appel, mais le vol était déjà réservé, et ensuite il est déjà dehors. Un avocat de la défense pourrait dire, ce vol était déjà prévu, sa famille est là-bas, il doit y aller. Mais à quel point est-ce risqué? On ignore qui compose ce jury, voire s'il existe. Parce que je peux imaginer beaucoup de jurés. Peut-être que si j'étais juré, je me dirais oui, d'accord, tu sais, je comprends, je peux voir ça. J'imagine un juré pensant aucune chance que tu aies soudain réservé un voyage en Italie ou en Inde. Et peut-être qu'il l'a réservé plus tôt, je ne sais pas, mais supposons que c'était à peu près correct. Ça arrive, réserver le voyage, appeler la police, et puis je sors. La police dit, bah, ça arrive. J'ai l'impression que ce serait vraiment difficile de convaincre beaucoup de jurés de croire à ça. Absolument. Et ce qui est bien avec ça, c'est que je suis sûre qu'à un moment donné, il y aura quelqu'un qui s'occupera soit de la police scientifique, et il n'est même pas nécessaire d'être un expert en criminalistique. Il suffit de voir à quelle heure ce billet a été acheté. Si c'était en ligne, c'était une transaction par carte de crédit. Ils vont pouvoir déterminer la date à laquelle il a été acheté, ils pourront peut-être même déterminer l'heure à laquelle il a été acheté, et relier cela dans le temps avec l'heure de l'appel pour personne disparue et la découverte du corps. Cela répondra à beaucoup de questions, mais la plupart penseront à une conscience de culpabilité. L'avocate de la défense dira sûrement: mon client avait de la famille là-bas, il comptait déjà s'y rendre ou il avait peur. Il sait que souvent le partenaire est blâmé. Il avait peur. Cela justifie-t-il sa fuite? Non, mais il l'a fait par peur. Ce n'est pas parce qu'il s'est enfui qu'il était l'auteur de ce crime. Vous savez, c'est cela semble être un cas très triste de violence domestique, de violence entre partenaires. En tant que personne ayant poursuivi certains de ces cas, à quelle fréquence devez-vous en avoir? Vous savez, parce qu'il y aura, je suppose, beaucoup de preuves médico-légales, surtout parce qu'il s'agissait d'un coup de couteau et sans vouloir être morbide, mais il semble qu'il y aurait beaucoup de preuves dans ce cas. Dans ce cas, avez-vous besoin d'un mobile? Quelle est son importance? Cela fait-il partie de l'affaire? Peut-être avait-il un problème? Il était contrôlant. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais on l'entend parfois. À quel point le mobile est-il crucial pour poursuivre ce type d'affaires? Allez-y. Le mobile aide toujours, il aide toujours à montrer pourquoi cette personne a commis l'acte ou est accusée de l'avoir commis. Vous n'avez pas besoin de prouver le mobile, mais cela aide certainement à présenter le déroulement de l'histoire. Vous voyez, il est facile de dire qu'une personne a été tuée pour avoir trompé son partenaire, un crime passionnel, ce qui arrive parfois. Mais peut-être s'est-il passé autre chose. Donc c'est bien de pouvoir expliquer le mobile quand il n'y en a pas. Parfois, les jurés diront: oui, je comprends, mais pourquoi aurait-il fait ça? Vous voyez, c'est plus simple avec un mobile et une explication claire au jury. Et quand il s'agit de comprendre la dynamique d'une relation qui, en apparence, semblait très normale, très typique, même s'ils s'étaient séparés. Elle l'avait décrit comme respectueux, puis soudain, cela arrive.
Et s'il est réellement coupable de cela en tant que procureur, comment enquêter sur son passé, ce qu'il vivait à ce moment-là? Quelle était la dynamique de la relation? Oui, donc à ce niveau-là, tu parles aux gens, tu vas parler aux amis de la victime, aux membres de la famille qui auraient pu être au courant de la relation, qui connaissaient sa personnalité et le genre de personne qu'elle était, ce à quoi je faisais référence. Tu sais, c'était une jeune femme très intelligente qui aimait passer du temps avec sa famille, ses amis, des choses comme ça, du style Netflix and chill, d'après son profil, je crois. Et donc, tu apprends vraiment à la connaître, elle, en tant que victime et en tant que personne. Et en apprenant à la connaître, tu peux aussi apprendre à le connaître, lui. Ils peuvent explorer qui sont ses proches, sa famille, ses amis, et leur poser des questions sur lui et son enfance. S'il a un casier judiciaire, ils pourront le consulter et le voir. Vous savez quels autres crimes il aurait pu commettre dans le passé ou s'il a déjà été interné pour des raisons de santé mentale? Toutes ces choses, les forces de l'ordre pourront les examiner pour vraiment reconstituer quel type de personne c'était. Non seulement ça, mais les réseaux sociaux aident beaucoup. Très souvent, si les gens sont sur les réseaux sociaux, et je ne sais pas si c'est le cas pour cette personne, mais ils se trahissent eux-mêmes et révèlent qui ils sont à travers leurs publications sur les réseaux sociaux et ce genre de choses, et aussi en vérifiant leur historique Internet. S'il y a, vous savez, la possibilité d'obtenir un mandat pour accéder aux ordinateurs ou à tout téléphone qui aurait pu être laissé, cela racontera qui est cette personne. Je pense aussi qu'il faut revenir à la partie du FBI, car ce n'est pas un petit comté du Maryland. Mais si vous construisez ce dossier, il a de nombreux amis et de la famille, tout comme elle en Inde. Pendant que vous préparez ce dossier, vous devez communiquer avec des personnes à l'autre bout du monde. Je veux dire à quel point c'est difficile. Il y a Zoom et d'autres moyens de communiquer, mais être sur place, rencontrer ceux qui les connaissent et leur parler directement. Comment vous y prenez-vous? Comment coordonner avec le bureau du procureur en Inde ou un service de police en Inde et essayer d'obtenir une image de qui ils sont? Quand vous n'êtes pas le FBI ou Interpol et que vous allez être, vous savez, juste le bureau du shérif ou le procureur d'un district dans le Maryland, Cela peut certainement être difficile, mais je pense que certaines de ces communautés se sont suffisamment diversifiées, où il serait facile pour le procureur d'obtenir peut-être un interprète qui parle la même langue, capable de communiquer avec cette partie du monde. Quand on travaille dans les forces de l'ordre ou qu'on est procureur, on peut devoir travailler jour et nuit. Et donc, rien que fixer un horaire pour pouvoir avoir cette communication et cette conversation avec ses interprètes et aussi avec les forces de l'ordre. L'anglais a, de manière générale, été la langue universelle des affaires et des transactions internationales. Il y a donc de fortes chances que les forces de l'ordre en Inde parlent aussi anglais. Et aussi, encore une fois, en s'appuyant sur ces partenaires fédéraux qui peuvent bien maîtriser d'autres langues, cela pourrait être pertinent pour cette affaire. voyons ce qui arrivera, c'est une façon vraiment très triste. Cela se passe autour du Nouvel An dans le Maryland. Safa Robinson Ferrer, avocate en défense pénale et ex-procureur, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci pour l'invitation, comme d'habitude. C'est tout pour aujourd'hui. Pour l'émission Law and Crime, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.